Merci beaucoup. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Très heureux d'être là. Un grand merci aux organisateurs, Tetris et l'ENSERB Madmeka pour l'invitation, mais aussi pour avoir mis l'intelligence artificielle et l'avoir relié à l'espace cyber. Je crois que c'est important de relier l'outil à un espace aussi large que la cybersécurité, voire la cybercriminalité. Alors maintenant, quand je parle d'intelligence artificielle, je commence tout souvent par ma conclusion, parce qu'en général, je finis par l'oublier, et puis ce que je dis ne concourt pas forcément à l'objectif de ma conclusion. Alors je vais commencer en introduction par ma conclusion. N'ayez pas peur de l'intelligence artificielle. N'ayez pas peur pour différentes raisons. La première, c'est que si nous, Français, nous, Européens, nous avons peur de l'IA, il y en a d'autres qui n'ont pas peur de l'IA, et eux, ils avancent très vite. Si on ne veut pas être des asservis de l'intelligence artificielle, il faut absolument qu'on prenne en main l'enjeu de l'intelligence artificielle à notre niveau. À force de reculer, on n'avance pas. N'ayez pas peur, ça nous oblige aussi. Ça nous oblige sur la connaissance, parce qu'on n'a pas peur de ce qu'on connaît. On est dans une école d'ingénieurs. Je crois que l'éducation a un rôle essentiel sur l'intelligence artificielle, parce que aujourd'hui, on ne connaît pas sans savoir. On subira les modèles d'intelligence artificielle si on n'est pas capable effectivement de savoir comment ils sont créés. Et quand je disais ne pas être asservi au système étranger d'intelligence artificielle, on va parler cybersécurité. Moi, j'aimerais aussi évoquer la cybersécurité ou la on ne va pas dire criminalité parce qu'on n'en est pas là, mais les cyberattaques douces. Pour prendre les IA génératives, aujourd'hui, il y a combien de modèles européens, il y a combien de modèles français pour le citoyen? Aujourd'hui, tout le monde cite Bard, Llama, ChatGPT. C'est de la cyberdouce. Les modèles derrière ne sont pas des modèles européens, ne sont pas des modèles français. Et donc, progressivement, on s'introduit effectivement dans l'écosystème français ou européen par ces systèmes-là. Alors, ce que je vous propose d'aborder pendant ces quelques minutes, c'est pourquoi la gendarmerie s'intéresse à l'intelligence artificielle dans le champ global de ce qu'est l'IA, et on verra après pourquoi dans le domaine de la cyber, et aussi, et peut-être surtout, comment. Parce qu'aujourd'hui, moi, ce qui m'intéresse le plus, ce n'est pas tellement les produits qu'on utilise, c'est plutôt la stratégie qu'on doit mettre en place pour être capable de faire face à la problématique de la cybersécurité. Pourquoi la gendarmerie s'engage dans le domaine de l'intelligence artificielle? La première raison, ça a été cité tout à l'heure par Alain Rousset, c'est un enjeu de souveraineté. La gendarmerie, c'est un service d'État. On ne peut pas, là non plus, nous, alors que l'intelligence artificielle, elle est dans tous les domaines, que ce soit la finance, le loisir, la médecine. Alors moi, je ne connais pas un domaine où on ne peut pas utiliser l'intelligence artificielle. La gendarmerie n'a pas droit de ne pas être dans ce domaine-là. Pourquoi? Parce que ça relève de la protection du citoyen. Ce n'est pas y être pour y être. C'est y être parce que notre objectif, c'est de protéger le citoyen, c'est de protéger la population. La différence, c'est quoi? C'est que la population, c'est notre vivre ensemble en société. Le citoyen, c'est les droits individuels. Et donc, c'est de trouver ce point d'équilibre entre ces deux volets. Donc, un aspect de souveraineté. Il y a un autre aspect, c'est que certains utilisent l'intelligence artificielle dans le domaine cyber et autres. Ce sont les criminels. Les criminels, eux, n'ont pas de problématique de réglementation. La base du criminel, c'est de ne pas respecter la réglementation. Donc, ils vont y aller. Si on ne veut pas non plus rater tout un pan de la criminalité, il faut qu'on s'engage dans le domaine de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle peut également être particulièrement utile aux gendarmes. Je prendrai l'exemple de la transcription automatique de paroles. Quel bonheur d'avoir un outil automatique qui nous évite d'écouter pendant 10-15 fois des écoutes téléphoniques pour les retranscrire. Dans le champ cyber, dans le champ de la pédopornographie, quand vous avez de la classification d'images pédopornographiques, quand vous êtes dans le temps de la garde à vue, l'IA ira beaucoup plus vite pour extraire certaines images pédopornographiques que l'humain. Et en plus, ça protégera nos enquêteurs. Je pense que vous avez entendu parler de la récente affaire qui a eu lieu, qui a commencé en Nouvelle-Aquitaine, où on a démantelé un réseau de pédophiles. On a des enquêteurs qui passent leur temps à visionner des images porno, des images pédos.
Si on peut les protéger par des outils automatiques, c'est peut-être pas mal. Et il y a un autre aspect pour lequel il faut qu'on s'engage, c'est que l'IA, c'est complexe. Je vous parlais tout à l'heure du savoir. L'IA, c'est complexe. Ça veut dire que si on ne veut pas l'utiliser comme une boîte noire, il faut qu'on comprenne ce qu'il y a dedans. Dans MathMeca, il y a maths. Moi, je crois beaucoup à l'IA comme discipline mathématique. Je vais vous donner une définition de l'intelligence artificielle qui est pour moi celle qui caractérise l'intelligence artificielle d'aujourd'hui. Et je le dis parce que je suis dans une école d'ingénieurs. C'est la capacité à modéliser un monde non linéaire dans un espace à grande dimension. Alors quand je dis ça à des juristes, bon, on ne va pas comprendre tout ce qu'il va dire. Là, je sais que je suis dans une école, donc vous comprenez parfaitement ce que je dis. Et en fait, cette capacité à modéliser le monde non linéaire, c'est le monde dans lequel on vit. C'est un monde extrêmement probabiliste. L'espace à grande dimension, c'est le jeu de Go qui est capable de... Le jeu de Go, c'est 10 puissance 600 combinaisons. Les atomes dans l'univers, c'est 10 puissance 80. Une IA est capable de battre Lee Sedol au jeu de Go, et plus jamais un humain ne battra une IA au jeu de Go. C'est pareil en échec. Donc elle a maintenant cette capacité à saisir la grande dimension. L'IA est complexe, nous devons nous investir dedans. Alors je vous rassure, j'ai une autre définition, notamment en gendarmerie, parce que si je commence à parler de monde non linéaire dans des espaces à grande dimension, ça peut également surprendre. Je crois que l'IA, c'est la capacité à transformer nos processus métiers pour être plus efficaces, quels que soient nos champs d'application, mais en tout cas pour le nôtre, pour la protection du citoyen, comme je disais tout à l'heure, pour la protection des populations. Cette définition étant posée, le pourquoi étant posé, comment on travaille en matière d'intelligence artificielle. La première chose qu'on s'est dite, c'est de se dire, l'IA, ce n'est pas un produit. Raisonner produit, c'est déjà considérer qu'on aura un temps de retard sur les malfaiteurs. La question m'a été posée il y a peu de temps. Ne pensez pas que les délinquants auront toujours un temps d'avance sur les forces de sécurité intérieure. Si j'y crois, j'arrête. Je quitte mon métier et je fais autre chose. Pour avoir ce temps d'avance, ce qu'il faut faire, c'est avoir une stratégie. Alors c'est difficile d'avoir une stratégie parce qu'en fait, c'est moins sexy qu'un produit. Un produit, on a un résultat immédiat, c'est plus valorisable. Une stratégie, ça demande du temps, ça demande des moyens. Et le bénéfice, on l'a un peu plus tard. Mais le bénéfice sur le long terme, il est extrêmement important. Cette stratégie, elle repose sur quoi? Alors là aussi, je suis dans une école, donc j'en profite. On a un certain nombre de piliers. Le premier de ces piliers, c'est la formation. C'est essentiel aujourd'hui de former nos personnels à l'intelligence artificielle. 93% des gendarmes ont passé un MOOC, un enseignement à distance, objectif IA, sur l'intelligence artificielle. Un grand atout pour vous qui êtes intéressé par l'IA, lorsque vous ferez arrêter sur le bord de la route, vous pourrez échanger avec le gendarme qui vous arrêtera pour parler d'intelligence artificielle. N'insistez pas trop, il ne faut pas les mettre en colère à ce moment-là. Il y a un autre aspect sur l'acculturation du gendarme. On produit tous les 2 mois une revue qu'on appelle Culture-IA, que vous pouvez trouver, vous tapez sur votre moteur de recherche préféré, Culture IA Calameo, vous aurez tous les exemplaires, on en est à 17 à peu près, où on acculture le gendarme sur le métier, comment l'intelligence artificielle peut intéresser le métier, mais on parle aussi d'Alan Turing, on parle d'Alan Lovelace, on parle de John McCarthy, les fondateurs de l'IA, etc. Parce que l'acculturation, c'est ça, c'est à la fois dans le métier et à la fois ce que c'est de façon générique. À l'autre bout de la chaîne, on a créé une chaire avec l'Institut supérieur d'électronique de Paris, on parlait d'électronique tout à l'heure, pour proposer des parcours doctoraux à nos officiers et pour que certains étudiants puissent faire des doctorats dans les thématiques qui nous intéressent. Acculturation pour l'ensemble des gendarmes, doctorat pour un certain nombre d'entre eux, de façon à avoir un pool d'experts. Pourquoi on a besoin d'avoir un pool d'experts au sein de la gendarmerie nationale? Tout simplement par rapport à ce qui se joue en ce moment, l'AI Act, que vous devez connaître, le projet de réglementation européen sur l'intelligence artificielle. On a besoin de parler à la représentation parlementaire européenne, on a besoin de parler à la représentation parlementaire nationale de ce qu'est l'intelligence artificielle. Et donc, il faut qu'on ait ce pool d'experts. Le gendarme qui vous arrêtera sur le bord de la route, il n'est qu'acculturé. Donc, ne soyez pas trop expert avec lui. Mais il a besoin d'être acculturé parce que c'est lui qui va utiliser les outils. Donc, il faut qu'il en connaisse les limites et les opportunités. Et entre les deux, on essaye de mettre des formations
plutôt à durée limitée, 1 semaine, 2 semaines, la formation continue pour nos cadres dirigeants, voire pour nos très hauts cadres dirigeants, de façon à ce qu'ils soient aussi sensibilisés à ces enjeux-là. Formation, premier pilier. Le deuxième pilier, c'est l'éthique, la réglementation et la conformité. Je mets ces 3 points volontairement. Pourquoi ? On a créé notre charte éthique. Mais l'éthique, ce n'est pas du droit. L'éthique, c'est de la philosophie. C'est-à-dire que l'éthique, c'est un ensemble de valeurs non contraignantes. Notre charte éthique, elle est publiée. Vous la trouverez quand vous irez sur Culturia, sur le site Calameo également. On est la première institution à avoir affiché notre charte éthique sur nos applications d'intelligence artificielle. La réglementation, c'est tout ce qui se joue en ce moment autour de l'AI Act. L'AI Act a été voté en juin 2023. On est dans la phase de trilogue, c'est-à-dire des discussions au niveau européen. Tous les jours, on est sollicité. Cet AI Act, c'est pour nous un enjeu considérable. Pourquoi ? Parce qu'au début, toutes les applications de sécurité intérieure étaient classées à haut risque. Comment est constitué cet AI Act ? Il envisage l'IA par l'usage, et à chaque usage, il associe un niveau de risque. Risque inacceptable, haut risque, risque modéré, risque minimal. Les applications en sécurité intérieure sont classées à haut risque. Faire cela, c'est oublier qui les utilise. C'est bien de travailler sur les usages, ce serait bien aussi de se poser la question de l'usager. Parce que moi, coordonnateur IA pour l'institution, ce que je me dis, c'est que si toutes nos applications sont à haut risque, on a tellement de contraintes qu'autant ne pas y aller. Et donc, on a beaucoup de discussions au niveau européen pour dire ce que vous faites là, vous risquez de diminuer le niveau de protection des citoyens européens si les forces de sécurité intérieure n'utilisent pas l'intelligence artificielle. C'est un enjeu considérable. On a dans le champ cyber, mais des données. Le big data était à la mode il y a quelques temps. Maintenant, le vocable évolue. Mais la donnée de masse, c'est un vrai sujet. L'IA est capable d'appréhender cette donnée de masse. On a besoin de l'intelligence artificielle. Et si la réglementation ne nous aide pas, on aura une asymétrie entre les possibilités criminelles et les possibilités des forces de l'ordre à y faire face. Et ça, c'est vraiment un enjeu qui est fondamental pour nous. La conformité, c'est quoi ? La conformité, c'est avoir une approche d'assurance qualité par rapport à nos applications. C'est-à-dire nos applications sont documentées, notre code est accessible, non pas aux citoyens, parce qu'on ne voudrait pas expliquer aux criminels comment on lutte contre les deepfakes, mais accessible à une mission d'audit, une accessibilité indirecte. Le troisième pilier, c'est les partenariats et la valorisation de ce que nous faisons. Quand en matière de sécurité intérieure, vous parlez d'intelligence artificielle et de sécurité intérieure, qu'est-ce qui apparaît ? Tom Cruise ? Pas dans Top Gun, mais dans Minority Report. Ou alors 1984 de George Orwell. On a le sentiment d'être dans une société de surveillance. En réalité, moi, ça fait un peu plus de 25-26 ans que je suis en carrière. La surveillance des populations ne m'a jamais intéressé. Vos vies ne m'intéressent pas. Si vous êtes pédophile ou criminel, vos vies vont m'intéresser. Mais on aura des moyens, on vous mettra sur écoute, on aura potentiellement des filatures et on utilisera éventuellement l'IA, mais dans un cadre judiciaire, sous le contrôle d'un magistrat. On ne fait pas n'importe quoi avec ces outils-là. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut souligner aussi. C'est que la réglementation, elle existe quand même déjà. Donc les partenariats, pour nous, sont importants parce que ça rend notre action beaucoup plus transparente et ce qu'on fait est beaucoup plus lisible et visible pour la population. Moi, je communique de plus en plus à tel point que je finis par me dire que je communique plus que je fais de l'IA, alors que je trouve qu'il y a beaucoup trop de gens qui parlent d'IA sans en faire. Mais c'est important aussi que la gendarmerie communique sur ce qu'elle fait en IA. Alors j'arrive au dernier point qui me permettra d'aborder enfin ce champ cyber que vous attendez, la recherche exploratoire. On a un certain nombre d'applications. Pour avoir ce temps d'avance sur le criminel, il faut absolument qu'on s'engage dans le niveau de la recherche. De quoi on parlait il y a 1 an en matière d'intelligence artificielle ? Personne ne parlait de ChatGPT, de modèles de larges modèles de langage. C'est des mots que la plupart d'entre nous ne connaissaient pas. On parlait des métavers. 1 an après, on ne parle plus des métavers. On parle que de ChatGPT partout. Et tout le monde veut aller sur les modèles d'IA générative. Je ne sais pas de quoi on va parler dans 1 an. Tout ça pour vous dire qu'en fait, c'est un système qui évolue très vite.
La gendarmerie a besoin d'être dans ce wagon-là. On parlait de souveraineté. Moi, je ne crois pas forcément à la souveraineté européenne en matière d'intelligence artificielle. C'est trop tard. Il faudra qu'on fasse un bond, qu'on aille sur le quantique. Ça a été précisé par Alain Rousset tout à l'heure, qu'on aille sur le hardware, parce qu'on a besoin des puces pour embarquer de l'IA. Et ça, il faut qu'on y travaille, parce qu'on regagnera en souveraineté sur ce sujet, si on y est effectivement. Donc la recherche exploratoire, elle est déterminante. On a des travaux sur quoi? On a des travaux sur les deepfakes, bien entendu, tout ce qui est authentification des images, tout ce qui est authentification des vidéos, tout ce qui est authentification du texte ou de l'audio. On a été primé en juin 2003 sur un outil qu'on appelle Authentic IA, qui nous permet de faire la détection de deepfakes, images, audio, vidéo. Comment on procède? En fait, les deepfakes, on a travaillé sur l'IA générative. On parle d'IA générative, mais l'IA générative modèle GPT, c'est 2017, c'est les réseaux neurones récurrents de type transformer qui prennent en compte le contexte. Mais l'IA générative existe depuis 2014, elle n'est pas née en décembre 2022. 2017, c'est réseaux transformer. Et 2014, Ian Goodfellow, un thésard de chez Google, qui crée les réseaux génératifs adverses, les GAN. On a travaillé sur ces GAN, on a appris nos modèles sur différents types de méthodes de GAN, donc un apprentissage avec des réseaux de neurones. Et à partir de là, dès lors qu'on a une nouvelle image produite par une de ces méthodes-là, on est capable de dire si elle est réelle ou elle est fausse. Sur la détection de texte, on a utilisé des supports vector machine, les SVM, séparateurs à vaste marge en français. Je le précise parce qu'on est dans une école d'ingénieurs, donc ces termes, vous devez les connaître. Ces outils sont extrêmement performants en discrimination. On a constitué des bases de données avec des textes mélangés par Llama et par GPT et des textes non produits par ces larges modèles de langage. Et on est capable de déterminer effectivement ce qui est produit artificiellement de ce qui est produit humainement. Si on a une phrase de ChatGPT, on ne saura pas le faire. Il faut qu'on ait un peu de texte parce qu'en fait, ce dont on se rend compte, c'est une récurrence de la syntaxe, une récurrence du vocabulaire, une récurrence de la construction des phrases. Il reste 5 minutes, c'est ça? Je lui avais dit de ne pas le faire, donc c'est tant pis pour lui. Vous m'avez fait perdre mon fil. Donc on a cette capacité à effectivement discriminer les textes qui sont artificiels des textes qui sont naturels. Et sur l'audio, c'est pareil. On s'est constitué des bases de données audio, fake, des bases de données réelles, et on est capable de faire la discrimination entre les deux. Donc, travail sur les deepfakes. On travaille aussi sur tout ce qui est speech to text. Vous me direz, c'est pas très récent, mais pour autant, pour nous, avec les caractéristiques qu'on a de nos audios, c'est important d'avoir effectivement des outils personnalisés parce qu'on ne veut pas non plus, dans le cadre d'enquête judiciaire, tout donner à des big tech. Et on préfère avoir une forme d'autonomie sur les outils qu'on utilise. C'est pour ça que parfois on a un peu de retard sur ces sujets-là, mais on est beaucoup plus souverain. On a développé également en interne des outils d'analyse de vidéos pour détecter des objets, des entités particulières dans les vidéos. Typiquement, si je veux récupérer tous les véhicules bleus, tous les véhicules rouges qu'il y a dans 20 heures de vidéo, l'IA va me le faire très vite et va me mettre le code horaire où c'est, puis après l'humain validera ou non si l'image est celle qu'il attendait ou pas. On travaille aussi sur tout ce qui est analyse de foule, le comptage de foule, parce que là, c'est important aussi, j'allais dire dans une manifestation, pour faire le vrai et le faux entre les chiffres des syndicats et les chiffres de la police. C'est pas tout à fait ça, mais quand il y a des rassemblements, pour nous, avant d'engager des interventions, c'est peut-être intéressant de savoir combien il y a de personnes sur zone, s'il y a beaucoup de personnes. Et on a des résultats qui sont extrêmement pertinents. On est très proche du chiffre réel. On n'a pas besoin du chiffre réel, mais on est très proche du chiffre réel. On travaille aussi sur tout ce qui est anticipation des phénomènes de délinquance. On a développé un outil d'analyse prédictive. Alors quand je le dis comme ça, les gens font des grands yeux, mais j'utilise ce terme parce que c'est le terme mathématique. Ça n'a rien à voir avec la police prédictive. La police n'est pas prédictive, ça c'est un terme marketing pour vendre des systèmes. L'analyse prédictive, c'est des mathématiques qu'on utilise. On utilise des réseaux de neurones récurrents. Pourquoi? Typiquement, les cambriolages, c'est quoi? C'est des séries chronologiques. Comme c'est des séries chronologiques, on peut utiliser des méthodes de lissage exponentiel appliquées aux séries temporelles. On peut utiliser des réseaux de neurones récurrents qui sont adaptés aussi à ces séries temporelles. Donc voilà un panel de quelques applications, mais on en a encore d'autres. Aujourd'hui, en matière d'IA générative,
la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on va effectivement utiliser les IA génératives en open source, parce qu'on nous dit que Llama 2 est en open source, mais en réalité, ce n'est pas tout à fait de l'open source. Et puis, fine-tuner, adapter ces modèles à nos propres bases de données. C'est des questions qu'on se pose en ce moment sur ces volets-là. Je vous avais dit que j'allais parler cyber. Il me reste 2 minutes, hein. Donc je vais quand même parler cyber. Je vais parler de deepfake dans le champ cyber. Qu'est-ce qu'on fait aussi? On a développé un système de détection d'intrusion dans des systèmes d'information. Comment on fait? On a des bases de données, des caractéristiques des systèmes d'information. On modélise avec des réseaux de neurones convolutifs les systèmes normaux. On modélise les formes d'attaque, c'est-à-dire c'est un vecteur. Avec dans ce vecteur, il y a quelques paramètres qui sont hors de ce qui devrait être normal. À partir de là, on a une remontée d'alerte. Ça nous permet effectivement de lever ou pas un doute. Sur tout ce qui est malware, on travaille à se constituer des bases de données de malware pour là aussi modéliser ce type d'attaque. Par rapport à ça, on a deux approches. Soit on modélise le système normal, soit on modélise les attaques. Si on modélise le système normal, on a beaucoup plus de remontées de fausses alertes. Si on modélise les malwares, les attaques, on aura beaucoup moins de fausses alertes, mais peut-être qu'on va en manquer. Donc les systèmes d'IA, ce que je veux dire par là, c'est que c'est toujours un point d'équilibre entre faux positifs, faux négatifs. C'est ce qu'on appelle le point de fonctionnement. Et ça, c'est essentiel qu'on développe nous-mêmes nos systèmes de façon à ce qu'on maîtrise le point de fonctionnement. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas aller acheter des systèmes. Ça veut dire que si on achète des systèmes à un industriel, on pourra parler avec lui de ce qu'on veut exactement, et de façon à ce que, même si on n'a pas accès à son code, ce ne soit pas totalement une boîte noire pour nous. Parce qu'on a cette redevabilité vis-à-vis du citoyen, d'être capable d'expliquer ce qu'on utilise comme système. Oui, un autre sujet qui nous préoccupe en ce moment, c'est tout ce qui relève des attaques adverses. En matière d'intelligence artificielle, une attaque adverse, c'est quoi? C'est la création d'un bruit optimisé pour fausser l'interprétation d'un système d'intelligence artificielle. Vous avez une photo de girafe, vous mettez un bruit optimisé, derrière sort une photo de voiture. Il n'y a pas grand danger à confondre une girafe avec une voiture. Vous êtes dans nos villes connectées de demain, vous avez un panneau stop, vous injectez un bruit optimisé, vous avez un panneau à 110 km/h. Là, ça peut être un peu perturbant pour le véhicule autonome qui risque d'accélérer plutôt que de freiner. Vous avez votre passeport, vous êtes un criminel reconnu, vous passez sur la borne automatique ne vous reconnaîtra pas parce que le bruit aura été injecté pour fausser son interprétation. Le douanier qui regardera, s'il connaît votre visage de criminel, il vous reconnaîtra. L'humain le verra, mais le système automatique ne le verra pas. Comment on se part de ce type d'attaque adverse? Aujourd'hui, c'est en rajoutant du bruit aléatoire dans nos systèmes d'apprentissage de façon à gagner en robustesse sur l'interprétation des systèmes d'IA. Donc, l'IA dans le cyber, en fait, j'ai envie de dire l'IA dans tous les domaines, c'est assez infini, en fait. Et nous, on a la chance d'avoir des criminels imaginatifs, donc on est aussi obligé d'être extrêmement imaginatif. Et en plus, on doit anticiper, donc on a besoin d'avoir le lien avec le monde de la recherche, le monde académique, pour justement... Il y a au moins 10 ans d'avance dans le monde de la recherche. Profitons-en pour avancer sur ces sujets-là. Voilà, je pense que mon temps est à peu près dépassé. Juste, je voudrais conclure parce que il est essentiel qu'on s'intéresse à ces sujets-là, mais il faut aujourd'hui aussi penser demain, tout ce qui relève du quantique va être un enjeu phénoménal. Et là, on aura encore plus de mal à expliquer ce qu'on a, on aura encore plus de mal à comprendre ce qui se passe. Mais si on n'y est pas, on aura des problèmes sur notre information. Ouais, je n'ai pas parlé dans l'espace cyber de tout ce qui est lutte contre la désinformation, mais c'est aussi un sujet pour nous. On aura des problèmes sur tout ce qui est capteur, on aura des problèmes sur tout ce qui est confidentialité. Donc ça, c'est un vrai sujet pour nous qui nous préoccupe. Merci. Très bien, merci beaucoup, mon général. Rapidement, je ne sais pas s'il y a une question de la part de l'auditoire. Très très rapide, ça nous permettra d'enchaîner sur la table ronde qui reprendra les enjeux évoqués à l'instant. Quand vous parlez de vos systèmes qui permettent de détecter quel modèle parmi par exemple ChatGPT ou Llama est utilisé pour générer du texte, il y a combien de taux de réussite à peu près
par rapport à ça. Et aussi si, par exemple, on injecte un prompt qui permet de changer la sortie, par exemple ChatGPT, je pense notamment, est-ce que vos systèmes ne fonctionnent plus du tout ou vous avez une telle base de données qui permet de quand même détecter ces changements-là? Vous avez raison de rappeler la limite. Typiquement, ChatGPT peut être utilisé pour du code. Nous, on ne verra pas dans le code ce qui est produit par ChatGPT de ce qui n'est pas produit par ChatGPT. On le verra que sur du texte. Sur le texte, vous pouvez changer le prompt. On verra quand même la structure de langage utilisée par ces larges modèles de langage. Donc ça marchera toujours. Mais on n'est vraiment que sur du texte. Aujourd'hui, ChatGPT, il vous fait des présentations, il vous fait du code, il vous fait tellement de choses. On a abordé, nous, juste la question du texte de façon à pouvoir cramer les étudiants qui veulent faire du plagiat. Voilà. C'était votre question ? Mais non, vous avez raison de rappeler ce cadre, effectivement. Et ça, c'est un point qui est important en IA, c'est-à-dire que l'IA, elle est utilisée pour un domaine très spécialisé. Il ne faut pas se dire qu'un système qui marche très bien sur quelque chose, on peut le transposer sur autre chose. Il faut le reparamétrer. Très bien. Merci beaucoup, Général, pour ce discours très passionnant. On va passer à la table ronde.